Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 13e édition de Sans Détour. Notre invité aujourd'hui est Alioune Tine, défenseur, militant des droits de l'homme, aujourd'hui directeur régional de Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonjour Alioune Tine et bienvenue. Bonjour Safi et merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Alioune Tine, nous allons parler de l'actualité et d'autres sujets. L'actualité est riche aujourd'hui. Nous avons beaucoup de questions pour vous. Et pour vous poser ces questions, j'ai avec moi deux éditorialistes. Nyanya Sy, qui est spécialiste en marketing et communication et présidente de l'Association des citoyens vigilants pour l'écologie. C'est ça, hein? Bonjour, Monsieur Tine. Bonjour, Nyanya. Et nous avons également Amadou Ba, rédacteur en chef de l'AS, le quotidien l'AS. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci, monsieur. Bonjour Amadou. Bonjour. Alors, je le disais, l'actualité est riche à Alioune Tine. Et aujourd'hui, celle qui s'impose à nous et que nous attendons depuis hier, c'est le Gabon. Et quelques résultats viennent d'être diffusés. La commission électorale gabonaise a annoncé la victoire de Ali Bongo Ondimba. Première question, est-ce que cette proclamation de résultats provisoires vous inquiète, vous rassure? Est-ce qu'il y a des raisons de se préoccuper d'une dérive ou est-ce qu'il existe des remparts à cette quête démocratique qui est encore fragile? Écoutez, je pense que les problèmes politiques et les problèmes démocratiques du Gabon ne datent pas d'aujourd'hui. On connaît très bien effectivement la manière dont la France-Afrique est intervenue au Gabon avec l'installation de Omar Bongo pendant longtemps. Et ensuite, la manière dont la dynastie continue à exercer le pouvoir. Et bien sûr, toutes les protestations que ça a impliquées ces temps-ci, avec un désir extrêmement profond des populations gabonaises, africaines, d'avoir enfin ce qu'ils appellent une alternance. Qu'ils ont préparé cette fois-ci parce que pour la première fois quand même, nous avons l'opposition qui essaye d'avoir un candidat avec Ping qui a été soutenu par l'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc on s'attendait à ce que les résultats soient serrés. On a vu également M. Ping faire monter la pression. Donc nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe et par la situation post-électorale, tout ce qui est tendu. Je pense qu'il faut faire énormément d'efforts pour que le Gabon ne subisse pas le sort des autres pays. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'efforts à faire pour ouvrir le jeu démocratique, pour ouvrir le jeu politique et faire en sorte, effectivement, qu'on puisse avoir des alternances, qui soient des alternances pacifiques au terme d'élections transparentes et démocratiques et apaisées. Ouais. Et dans toute l'Afrique centrale aujourd'hui, la préoccupation fondamentale, c'est ça, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazzaville, où nous avons d'ailleurs des opposants qui sont emprisonnés aujourd'hui, au Tchad, au Cameroun. Donc, il est évident que c'est ça ou autre chose. Donc, c'est des pouvoirs qui sont installés depuis plus de 20-30 ans, où ce sont des successions dynastiques. Et ça, c'est des problèmes qui sont sérieux pour l'avenir de la paix civile dans ces régions. Ensuite, oui, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes envisagées par votre organisation pour au moins stopper cette spirale de violence qui prévaut dans cette zone? Écoutez, nous avons essayé avant les élections, c'est ce que nous faisons à Amnesty International. Nous n'intervenons pas dans le processus électoral. Mais tout de même, chaque fois qu'il y a des élections, très souvent nous avons une restriction de l'espace civique, la possibilité pour les gens de manifester, de s'exprimer librement, surtout la dissidence de façon globale, que ce soit l'opposition ou la société civile, ça pose des problèmes. Il y a également la répression
Et l'usage excessif de la force, on l'a noté en Guinée-Conakry, on l'a noté récemment au Tchad, on l'a noté également surtout au Congo-Brazzaville. Au Gabon, on a vu quand même la période préélectorale a été très tendue, il y a eu beaucoup de répression. Oui. Mais au Congo-Brazzaville, on ne nous a pas donné la possibilité d'y entrer. Maintenant, moi, je prépare un voyage donc pour le mois prochain au Gabon et en République centrafricaine aussi, où il y a beaucoup de problèmes, où il y a eu quand même des élections au nouveau président, mais la situation est très loin d'être stable en Afrique centrale, surtout en République centrafricaine et au Gabon. Donc, nous allons sur place, nous allons envoyer nos chercheurs travailler, regarder les violations des droits de l'homme et également revenir là-dessus. Et moi, je vais revenir sur vos interventions, parce que quand vous intervenez dans les pays où vous êtes les bienvenus, parce que, effectivement, vous dites qu'au Congo, vous ne l'êtes pas du tout. Là, vous venez de dire que vous allez pour faire des recherches. Est-ce que Amnesty, au-delà de dénoncer, parce qu'effectivement, vous allez récolter beaucoup d'informations qui vous permettent de dénoncer certaines dérives, n'a pas d'autres moyens d'intervenir, d'anticiper sur certains conflits, quand ils dans leurs recherches, ils sentent qu'il y a des risques? Quand il y a des risques, nous faisons des recherches. Et nous publions les résultats des recherches. Mais en même temps, sur la base des résultats de recherche, nous faisons beaucoup de plaidoyer. Plaidoyer auprès des institutions africaines, auprès des institutions internationales, pour mettre la pression pour que les pays essayent, s'il y a des prisonniers politiques, de les libérer. Nous l'avons fait en Gambie récemment, on n'est pas venu sur la Gambie qui m'intéresse beaucoup. C'est à côté, nous allons avoir des élections bientôt là-bas. Et nous le faisons également pour tous les autres pays. Mais en même temps, Amnesty fait aussi dans l'éducation aux droits de l'homme, sur tout le continent africain. Et l'éducation aux droits de l'homme, c'est la prévention. Et c'est permettre aux gens de connaître leurs droits. Donc le travail de plaidoyer, on le fait avec les autorités politiques, civiles, et nous le faisons également avec les institutions, la Commission des droits de l'homme, on le fait aux Nations Unies. Donc vous êtes d'accord que la vraie pression devrait venir des populations? Parce que les institutions, je veux dire, c'est une prise en main et une prise de conscience des populations qui peut faire renverser les tendances, parce qu'ils sont les principales concernées. Donc c'est à eux de s'approprier les combats plus que les institutions qui... Absolument. Des populations qui connaissent leurs droits, c'est fondamental, et qui sont prêts à défendre leurs droits de façon légale, je pense que c'est très important. Mais quand les populations ne connaissent pas leurs droits, nous avons énormément de problèmes. Donc on met l'accent, c'est là où Amnesty demande des fonds, le seul volet, c'est le volet de la formation et de l'éducation aux droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que la quête d'alternance, là, dans la situation actuelle au Gabon, est compromise? Écoutez, moi, je ne peux pas aller dans les hypothèses. Parce que... Ou est-ce que les conditions sont réunies pour favoriser ça? Il est évident qu'il est impossible. Soit vous avez une alternance pacifique, soit quand vous êtes... Même les pires dictatures, il y a des changements qui risquent de se faire par la violence. Donc, autant choisir les voies pacifiques, l'alternance, les voies démocratiques, l'alternance. Parce que la culture démocratique, elle est là, elle est bien enracinée. Et les gens sont prêts aujourd'hui, on l'a vu un peu partout, hein, en Afrique, ils sont prêts à aller en prison, ils sont prêts, effectivement, des fois, à subir des violences pour qu'il y ait des changements. Donc, autant, effectivement, privilégier le dialogue, privilégier les voies démocratiques, respect des libertés fondamentales. D'autant plus que nous nous sommes dotés nous-mêmes, en tant qu'Africains, d'instruments juridiques pour ça, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une charte, effectivement, très avancée. Ce n'est pas des gens qui nous l'ont imposée. J'allais vous poser cette question, c'est-à-dire, est-ce que ces chartes-là sont adaptées à la sociologie, je ne dirais pas africaine, parce que déjà, il y a une diversité
les diversités qu'on trouve en Afrique, je ne dirais pas elles sont uniques, mais elles sont larges. Est-ce que ces textes-là sont vraiment adaptés à la sociologie des Africains? Et si vous permettez, je voudrais ajouter à cette question, encore une fois, dans le contexte et la situation actuelle où les Gabonais vont devoir, eux, aller à la conquête de leur démocratie et d'une alternance, est-ce que ces textes, mais également, est-ce que leur système électoral actuel leur permettra de sortir de cette situation et concrétiser une alternance? Est-ce que, concrètement, une élection à un tour, comme ils l'ont maintenant, permet l'espoir? Bon, en fait, nous, on ne travaille pas sur ça, mais je vais quand même vous répondre. Je pense que le système, il doit être construit de façon consensuelle par un dialogue qui implique l'ensemble des acteurs, opposition comme pouvoir, pour dire, voilà, nous avons assis les règles du jeu, ils sont comme ça. Il me semble qu'au Gabon, ça n'a pas été le cas, on a imposé un tour. Il est évident que même, vous savez, vous avez des voies constitutionnelles pour conquérir le pouvoir très rapidement. C'est, comme on dit, les élections à un tour. Oui. Mais vous avez d'autres voies, beaucoup plus répressives, beaucoup plus pernicieuses, qui font que vous avez maintenant un coup KO. Oui. On l'a expérimenté en Guinée, on l'a expérimenté en Côte d'Ivoire, on l'a expérimenté au Mali, un peu partout. Et il est évident que c'est une tendance lourde maintenant. Qu'on appelle ici le Raougad. Voilà, c'est une tendance lourde. Et c'est très préoccupant. Il est évident que ça vient aussi... vous savez, il y avait un moment où on dit silence, on développe. C'est-à-dire, le mot central, c'était le mot développement. J'ai comme l'impression que maintenant, on dit silence, on émerge. Oui. C'est le concept d'émergence. Et partout où c'est pratiqué, nous voyons une restriction comme peau de chagrin de l'espace civique. On observe également la criminalisation de l'opposition. On vous arrête, on vous met en prison. On a vu ça au Niger. Le challenger était en prison et a fait le deuxième tour. Et, ou bien tout simplement, les dissidents, on les met en prison. Je parle aussi du principal dissident, les gens de l'UDP en Gambie, le leader, tout simplement pour être sorti, manifester, pour demander des élections libres et transparentes, a été condamné pour 3 ans de prison. Avec tout son staff, ils sont pratiquement 19. Il y en a qui ont été torturés à mort, c'est le cas de Solo Sendeng. Il y en a qui sont morts en détention. C'est le cas d'Ibrahim Solo Kruma récemment oui. Parce que tout simplement, on n'a pas pu l'amener à l'hôpital. Donc, et puis nous observons une espèce d'impuissance totale, à la fois de la CEDEAO et de l'Union africaine, parce qu'il semblerait que Yahya Jammeh a menacé de quitter la CEDEAO ou l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, nous voyons les États-Unis intervenir, nous voyons la France intervenir, nous avons tous les pays qui sont à l'extérieur du continent qui interviennent, alors que nous, on est totalement impuissants. On est à quelques mois des élections, c'est le mois de décembre. Oui. Quel est le consensus qu'il y a? Qu'est-ce qui peut intervenir pour faire le dialogue politique? Il y avait, au terme du sommet, la résolution avait demandé à 3 présidents de la République de se rendre en Gambie, le président Macky Sall, hein, on peut effectivement l'interpeller. Hein. Oui. Il y a également la présidente de la CEDEAO, Jackson Sirleaf, et le président Koroma.